quelques envies d'aller se balader dans cette merveilleuse ville et visiter le patrimoine naturel. En tout cas, parmi les intervenants, cette tentation existe, très forte. Donc, on est ravis d'être ici, et puis ravis d'être à ces amphis de la France Insoumise, puisque c'est un rendez-vous désormais installé. Et vous avez vu, chaque année, ça marche de mieux en mieux, même si parfois les difficultés d'organisation sont grandes. On avait l'université l'an passé. Cette année, on a dû changer de lieu, contre mauvaise fortune, bon cœur, puisqu'on bénéficie d'une salle qui nous fera travailler dans des conditions climatiques meilleures que l'an passé, en fait. Voilà, nous avons en fait voulu organiser cet atelier sur l'actualité des luttes environnementales et notamment celles où la France Insoumise est engagée. D'abord parce que l'actualité sur ce champ-là est toujours brûlante. Excusez-moi de ce mauvais jeu de mots. Et que de plus en plus, aux yeux de tout le monde, la nature apparaît comme un champ de bataille extrêmement brutal, pas simplement sur le contrôle des ressources, mais également un affrontement politique et culturel entre celles et ceux qui sont les tenants de la dérégulation, de l'ubérisation, du chacun pour soi, de la croissance à tout crin, et celles et ceux qui, comme nous, s'inscrivent dans un camp tout à fait opposé de la promotion des communs, de la régulation, de l'État régulateur, de la restauration de la puissance publique, également sur ce champ-là. Et au fond, depuis 30 ou 40 ans, alors même que la prise de conscience sur le danger et la crise écologique se fait forte dans la société, ces leviers que pouvait donner la puissance publique ont été abandonnés au bénéfice d'instruments hérités ou inspirés du marché. Rappelez-vous, avec la mise en place de la première conférence mondiale sur l'environnement à Rio, au lieu de promouvoir, de renforcer ce qui étaient les principaux leviers dans le passé, qui étaient la sanctuarisation, la norme et la loi, ou la sanction et l'amende, en fait, on a préféré promouvoir depuis lors des mécanismes hérités du marché. Et dans cet esprit-là, le meilleur exemple, vous le connaissez, c'est le marché des permis de droit à polluer, qui ne fonctionne pas, qui est corrompu et qui n'a en tout cas pas démontré son efficacité pour lutter contre le changement climatique. Voilà. Mais en tout cas, l'actualité nous conduisait à préparer cet atelier avec beaucoup d'enthousiasme. D'abord parce qu'on a mené une campagne difficile, enthousiaste également, sur la question du nucléaire. C'était la première fois qu'une force politique en France prenait à bras-le-corps cette question et décidait en fait de s'adresser non pas à EDF, non pas aux parlementaires, mais à la société dans son ensemble, et de mener cette campagne à la fois pour une sortie programmée du nucléaire civil, mais également du nucléaire militaire, parce que c'était aussi ça l'enjeu, de ne pas laisser le nucléaire militaire comme une part d'ombre dans la problématique politique qui nous concerne, tout en étant extrêmement ferme sur les conditions de la lutte contre le changement climatique. Vous avez vu depuis 3 ou 4 jours des tribunes fleurir dans la presse qui font du nucléaire la solution à une économie décarbonée. Donc vous savez que cette question-là, c'est une bataille politique. C'est une bataille politique qu'on n'a pas gagnée. Nous sommes minoritaires sur cette question, et c'est pour ça qu'on a voulu, c'est tout à son honneur de la France Insoumise, au moment de la Convention de l'an passé, d'avoir décidé que sur cette question, nous allions mener une bataille d'opinion. Martine fera le bilan de cette campagne en expliquant comment elle a été élaborée. C'est une sorte de prototype pour d'autres campagnes d'ailleurs. On a un peu essuyé les plâtres, pour tout vous dire, parce qu'on avait plein d'idées au départ. Il y a des choses qui ne sont pas possibles techniquement, et par ailleurs également dans le dialogue avec les associations, il y a aussi de la distance, parfois de la méfiance. Et vous le savez, sur ces questions-là, comme sur d'autres, notamment les questions syndicales, on l'a éprouvé au moment de la mobilisation contre les ordonnances. Il y a parfois des précarés, et ces précarés sont des obstacles à une mobilisation d'ensemble. Ensuite, parce que ça a été un des acteurs aussi principaux de cette campagne, Gilles Reynaud, qui est un syndicaliste, un militant également de la France Insoumise, mais un syndicaliste de la sous-traitance du nucléaire, et c'est une question primordiale, cruciale dans ce secteur-là, et notamment dans la question de l'entretien et du démantèlement. Vous parlera de son expérience à la fois militante, de lutte à l'intérieur de cette espèce de l'État dans l'État,
et puis Émilie, qui est conseillère régionale en Rhône-Alpes, et Rhône-Alpes est surreprésentée, mais c'est normal, les questions énergétiques sont cruciales. Nous parlera d'une question d'actualité, parce que vous le savez, le Premier ministre a annoncé dans une des conférences de presse dernièrement une privatisation des barrages à horizon de 2050. Et donc, évidemment, en invoquant l'obligation faite par l'Union européenne, ce qui est en partie vrai, mais il y a des pays qui ont su la contourner en déclarant ce secteur-là d'intérêt général ou en constitutionnalisant ce secteur comme la Slovénie. Donc on aura également le point de vue de quelqu'un qui, sur cette question-là, mène cette bataille. Et puis ensuite, on échangera sur l'actualité des luttes, parce qu'il y en a un paquet, hein, vous avez vu. L'Assemblée va reprendre sur l'alimentation et la question agricole va être aussi importante, et la renégociation de la PAC au moment de la période de la campagne européenne. Donc ces questions-là sont cruciales. Elles sont cruciales également dans le rapport que nous avons à l'Union européenne. Cette inscription dans les traités du principe de concurrence libre et non faussée, de pure concurrence, qui s'oppose évidemment à une lutte efficace en faveur de la protection de l'environnement et contre le changement climatique. Voilà, j'étais un peu long, mais je voulais poser un peu le cadre, et puis je donne la parole à Martine Billard. Merci Sergio, bonjour à toutes et tous. Donc pour rappeler un peu la campagne donc, qui a été menée donc, pour la sortie du nucléaire et la promotion des énergies renouvelables, donc en fait c'est les Insoumis, hein, c'est vous qui aviez décidé de cette campagne, puisqu'il y a eu un vote entre beaucoup de propositions. Et c'est cette proposition qui est sortie dans le champ de l'environnement. Et dans un sens, c'est vraiment effectivement très bien qu'elle soit sortie, parce que c'est vrai que des fois la tentation est d'aller vers des campagnes peut-être plus faciles sur les questions d'alimentation, sur les questions de santé environnementale, qui sont très importantes et fondamentales. Mais c'est vrai qu'ils sont mieux reçus dans la population peut-être, parce qu'elles sont plus compréhensibles facilement, disons, que la question du nucléaire. D'autant que le nucléaire, pendant très longtemps, justement, tout le lobby du nucléaire a beaucoup insisté sur le fait que c'était très technique et pas compréhensible par le commun des mortels. Vous savez que c'est le cas classique. On l'a vécu sur beaucoup d'autres dossiers, le TCE de 2005 étant le plus caricatural, sur le thème « Vous ne pouvez pas comprendre, faites confiance à ceux qui savent ». Donc sur le nucléaire, on nous le sort souvent. D'ailleurs, au passage, ce qui est intéressant en ce moment, parce que, comme l'a dit Sergio, effectivement, on essaie de nous remettre le nucléaire en avant sur le thème face au réchauffement climatique, le nucléaire au moins n'émet pas de CO2. Bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, même s'il en émet beaucoup moins, effectivement, que le charbon, le gaz ou le pétrole, c'est indéniable. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que toutes les centrales installées en bord des fleuves ont besoin, enfin, toutes les centrales nucléaires ont besoin d'être refroidies, et celles installées en bord des fleuves, elles ont besoin d'être refroidies, et dans le cycle de refroidissement, ça réchauffe l'eau, que ce soit le fleuve ou la mer, au bord duquel sont installés les réacteurs nucléaires. Et donc le problème qu'on a, on l'avait eu en 2003, puisqu'à l'époque, ils avaient dû carrément asperger d'eau Fessenheim. Je ne sais pas si vous voyez, en train d'asperger une centrale nucléaire. Bon. Mais l'autre problème, c'est que ça réchauffe l'eau des fleuves. Donc on a eu le problème, mais bon, je ne développe pas. À la limite, Émilie pourra... ou Émilie, voilà, oui, Émilie ou Gilles étant du coin, et Gilles pourra encore en parler mieux, en tant que, justement, salarié du nucléaire. Donc ils sont obligés d'arrêter, en période de canicule, ils sont obligés d'arrêter des réacteurs ou de les ralentir selon la situation. Encore que, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ils commencent d'abord par donner des dérogations avant de ralentir ou de les arrêter. Bon, je ne développe pas plus, mais pour vous, je veux dire, c'est un argument intéressant à utiliser par rapport à tous ceux qui hésitent encore. Qui vous disent, oui, mais par rapport au réchauffement, quand même, le nucléaire, finalement, c'est pratique. Ben non. Justement, par rapport au réchauffement, on est obligé d'arrêter les centrales nucléaires quand il y a des canicules. Donc là, on est mal. Outre que le nucléaire, c'est une énergie continue. Parce qu'on nous dit toujours, oui, mais le solaire et l'éolien, ce sont des énergies non continues, donc ça pose problème. Oui, intermittente. Mais le nucléaire, justement, c'est une énergie continue. Donc même quand on a besoin de moins, on a des fois un problème parce que justement, on continue à produire. Donc en fait, l'intérêt, c'est qu'après, ils exportent. Bon, mais ça, je pense qu'aussi sur les questions d'exportation, Émilie va en parler à propos des barrages, parce que c'est un des vrais dangers avec la privatisation. Donc cette campagne, nous avons voulu la lancer de manière unitaire.
Sergio c'est allusion. Donc nous avons proposé à l'ensemble des forces politiques qui le voulaient de se joindre à nous pour lancer cette campagne et ensuite de la mener avec les associations intéressées. Bon, au niveau des forces politiques, en tant que telles, aucune n'a accepté. Quelques personnes d'Europe Écologie se sont jointes et ont participé à quelques réunions publiques et ont animé quelques réunions publiques. Pour ce qui est des associations, ça a été plus compliqué. Nationalement, on n'y est pas arrivé. Bon, d'autant qu'il y a beaucoup de tiraillements dans notamment l'historique du réseau de sortir du nucléaire, avec des scissions et autres, donc qui fait que, bon, pas simple. Donc nationalement, on n'y est pas arrivé, mais si on a eu des réunions avec eux qui se sont bien passées et tout, mais ils ne voulaient pas s'engager nationalement auprès d'une force politique. Localement, par contre, selon les endroits, mais souvent, il y a eu beaucoup de participation d'associations locales, que ce soit de comités collectifs sortir du nucléaire locaux, que ce soit d'autres associations, ici les Amis de la Terre, ailleurs autre chose, qui ont au moins accepté de venir, de prendre la parole dans les réunions publiques que nous avons menées. Alors, ce qu'il faut savoir donc, dans le bilan, mais je suppose que vous l'aviez vu sur le site, c'est que nous avons utilisé énormément de matériel. Donc, il y avait sur le site, il y avait tout un argumentaire, il y avait des vidéos avec des interviews d'experts, entre guillemets, et de membres d'associations. On a eu beaucoup de tracts distribués, beaucoup d'autocollants, et donc je disais, bon, pas mal de réunions publiques. Je crois qu'il y en a eu 80 de réunions publiques. Je sais que j'en ai fait un certain nombre, mais d'autres aussi. Sergio en a fait. Bon, on est un certain nombre à en avoir fait un peu partout en France. Et je crois que c'était effectivement intéressant d'avoir ces réunions pour relancer un peu le débat, parce que ces dernières années, bon, on a eu en 2012 encore un peu, au moment juste avant la campagne présidentielle, encore un peu de monde dans les manifestations antinucléaires. Mais depuis, c'était quand même les manifs pour Flamanville, enfin contre Flamanville plutôt, n'ont pas été très très nombreuses. Les manifs à Bure, ça dépend, mais c'est pareil, aller à Bure est pas très simple, donc ça explique aussi peut-être qu'il y a moins de mobilisation qu'à d'autres mobilisation extérieure quand il y a un appel à venir qu'à d'autres endroits. Bon, donc c'est vrai que ça permettait de relancer un peu de manière plus large la campagne. Alors sur le vote, donc on a en fait lancé l'appel à la votation le 11 mars, c'est-à-dire le jour de l'anniversaire, si on peut dire, entre guillemets, la commémoration des 7 ans de la catastrophe de Fukushima. Bon, ça a été lancé à Place de la République. Et là, Place de la République, bon, ça a été lancé avec beaucoup de forces politiques et des associations. Là, tout le monde, parce que traditionnellement, il y a effectivement, il se passe quelque chose ce jour-là. À Paris, c'est souvent Place de la République, maintenant, depuis qu'elle est piétonne. Et bon, là, il y a eu beaucoup plus de monde que les autres années, du fait de la campagne, même s'il y avait des réticences au fait de lancer une votation. Il faut savoir que dans les réseaux, certains disaient oui, mais il ne va pas y avoir beaucoup de votants, donc ça va nous affaiblir et tout. Bon, là, c'est le fait d'être un peu à la défensive dans les associations qui luttent contre le nucléaire, et le fait que, je le dis d'autant plus que je suis de la même génération, c'est qu'on ne voit plus beaucoup de jeunes dans les collectifs antinucléaires, bon, fait qu'il y avait un peu la peur d'aller à la bataille, quoi. Bon. Alors le résultat quand même a été là, puisque le résultat donné, 314 530 votants, 93,13% de oui, 6,23 de non et 0,64 de blanc. Donc je pense que bon, ça a été quand même une campagne d'abord qui a posé la France insoumise comme force politique anti-nucléaire, puisque certains doutaient, bien qu'on passe notre temps à le répéter, que c'était dans le programme, que Jean-Luc, en tant que candidat à la présidentielle, l'ait souvent dit, ainsi de suite, mais il y avait toujours des gens de mauvaise foi pour dire que, bah non, on n'était pas vraiment anti-nucléaire. Bon. Comme Sergio l'a souligné d'ailleurs, anti-nucléaire contre le nucléaire civil et contre le nucléaire militaire, ce qui était souvent aussi un des arguments contre la France insoumise sur le thème, oui, mais sur le nucléaire militaire, vous n'êtes pas clair. Ben si. Tout ce travail, toute cette campagne a aussi fonctionné avec des ateliers des lois et a débouché sur un projet de proposition de loi, qui n'est pas terminé, mais qui peut être terminé à tout moment et déposé par nos parlementaires. Donc voilà. Autrement, ce qu'on peut dire, c'est qu'en dehors de cette campagne, les militants de la France insoumise sont présents à toutes les mobilisations locales qui peuvent exister, ou par exemple à Bure contre le centre d'enfouissement des déchets. Donc, je vous ai dit, on a participé, moi je sais que je suis allé à chaque fois aux manifestations contre Flamanville, contre l'EPR, sachant qu'une fois de plus le démarrage de cette EPR est repoussé.
on pourrait dire, finalement, tant mieux qu'il ne démarre pas, mais en fait, si c'était pour l'arrêter, ce serait tant mieux. Malheureusement, c'est plutôt, ça coûte, bon, on en est à plus de 10 milliards maintenant, hein. Bon, et surtout, ça veut dire que pendant ce temps, ils poursuivent aussi Fessenheim, hein. Bon, et pour terminer, on est aussi donc dans le débat sur ce qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est prévue par la loi de transition énergétique, et qui avait une autre formule à la suite d'ailleurs, parce que le nom exact c'est la loi de transition énergétique et pour la croissance verte, ce qu'il faut oser faire. Ça, j'avoue que c'est bon. Et donc cette loi prévoyait donc une programmation pluriannuelle de l'énergie, mais elle a cet aspect invraisemblable, c'est que le nucléaire ne fait pas partie, hein, de ce débat de la PPE. Donc les quelques débats qui ont eu lieu, qui sont quand même assez restreints, le fait qu'il n'y ait pas un débat général et le fait que ça doit se terminer en un décret. Enfin en un décret, ou des décrets plus exactement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas au Parlement un vote sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, alors que les choix sont fondamentaux, puisque c'est cette programmation qui doit mettre en œuvre, normalement la réduction de la production d'électricité, 50% pour le nucléaire. Alors attention, c'est en pourcentage, hein. N'oubliez jamais qu'un pourcentage, si vous augmentez la production, vous pouvez augmenter la production du nucléaire, si vous augmentez la production globale d'électricité, tout en restant à 50% d'électricité, hein. Attention, ce n'est pas en valeur absolue. Bon, deuxièmement, il y a un plafond de production d'électricité d'origine nucléaire qui est prévu dans la loi. Donc, mais c'est un plafond, donc on pourrait très bien fermer Fessenheim maintenant. Mais ce gouvernement, comme le précédent d'ailleurs, ont décidé que le plafond était aussi le plancher, en fait, finalement. Et donc, ils ne veulent pas fermer Fessenheim, ce qui provoquerait effectivement une baisse de production. Et quant à la fermeture d'autres réacteurs, parce que pour baisser à 50%, normalement, il faudrait fermer d'autres réacteurs, on n'en entend plus parler, hein. Et Nicolas Hulot a dit que c'était repoussé, quoi. À quand? On n'en sait rien, à l'instinct glinglin, comme on dit. Voilà. Donc il y a des enjeux sur cette programmation. On ne sait pas très bien. Donc est-ce que ça va effectivement passer par décret? C'est le plus vraisemblable vu le mode de gouvernance de Macron. Mais il faut savoir qu'il y a des députés En Marche qui ont demandé que ça passe par le Parlement. Ils pourraient, hein, ils ont la majorité. Mais je ne crois pas qu'ils le feront, parce que ça risquerait de donner une tribune aux quelques députés En Marche qui ont des convictions antinucléaires, notamment ceux qui viennent historiquement des Verts. Il y en a quelques-uns, mais je ne pense pas qu'il y a ça. Donc voilà, donc dans les enjeux à la rentrée, outre donc les enjeux qui seront présentés par Gilles et par Émilie, il y a aussi cet enjeu sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui doit aussi donc prévoir le développement des énergies renouvelables, l'isolation des bâtiments. Par rapport à ce qui était prévu dans la loi, on est déjà dans la programmation budgétaire, on est déjà en dessous, donc on sait déjà que ce ne sera pas respecté. Sur les énergies renouvelables, on est aussi en dessous de ce qui était prévu, donc ce n'est pas respecté. Donc il n'y a rien qui n'est respecté par rapport aux axes qui étaient définis dans la loi. Donc voilà. Je passe la parole donc à Gilles Reynaud, donc syndicaliste de la sous-traitance du nucléaire. Merci Martine. Donc oui, Gilles Reynaud, moi j'ai 52 ans et ça fait 32 ans que je travaille dans la filière nucléaire. Donc je travaille sur le site du Tricastin pour une filiale de Orano. Donc Orano, si ça ne vous parle pas, c'est ex-Areva. En janvier 2018, Areva a décidé d'effacer le nom Areva et s'appelle aujourd'hui Orano. Donc, moi, ça fait 32 ans que je travaille dans cette filière. Donc, j'ai travaillé sur les sites EDF, les sites du CEA et les sites de Areva ou Orano aujourd'hui. J'ai fait donc des arrêts de tranche. J'ai participé à des activités de démantèlement. Et comme l'a dit Martine, et c'est ma situation, je suis un salarié de la sous-traitance. Aujourd'hui, la filière nucléaire, il y a 80% des activités qui sont sous-traitées. 80% de ces activités sont donc à la main de grands groupes, Bouygues, Vinci, Honnête, et ils se font donc une concurrence pour l'attribution de marché. Et aujourd'hui, les exploitants nucléaires, EDF, Orano et le CEA, ils sont en difficulté économique, vous le savez. L'an dernier, l'État a dû réinjecter de l'argent à EDF et à Areva pour éviter des grosses difficultés. Et donc aujourd'hui, ils sont en difficulté pour payer justement le travail qu'ils ne savent plus faire, parce qu'à force de faire à d'autres,
on ne sait plus faire le travail. Et aujourd'hui, cette situation économique font que ces exploitants choisissent le moins-disant social, automatiquement. Plus de 80% des marchés qui sont attribués à ces entreprises, c'est le moins-disant social qui le remporte. Comprenez que là aussi, cette moins-disance a un impact direct sur les conditions d'intervention de mes collègues. Et quand on intervient sur du matériel important pour la sûreté, pour votre protection, à vous, les populations, ça crée des problèmes, quoi. On a tout intérêt aujourd'hui à ce que les salariés de la sous-traitance qui font toutes ces activités, comme je vous ai dit, aient un statut et une vraie reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, c'est la jungle et c'est le moins-disant qui l'emporte. La prochaine étape, est-ce que ce sont des travailleurs détachés qui vont nous remplacer ? C'est possible. Quand on voit le gouvernement actuel, les méthodes qu'ils utilisent. Donc les travailleurs détachés sont déjà présents. Vous avez dû entendre parler de l'EPR de Flamanville, des travaux neufs, le chantier ITER à Cadarache, où c'est préoccupant ce qui s'y passe. Donc nous sommes inquiets, les salariés, parce que ce dumping nous conduit à faire du nucléaire low cost. Donc il y a du nucléaire low cost aujourd'hui sur le territoire français, dans le pays le plus nucléarisé du monde. Donc ça pose des problèmes, quoi. En début d'année, au mois de janvier, il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui a été décidée suite à l'intrusion des militants de Greenpeace sur le site de Cattenom et le site de Cruasmeis. Donc cette commission d'enquête, elle avait pour but d'améliorer le niveau de sécurité, de sûreté des installations. Très bien. Donc il y a eu 6 mois de travaux de cette commission à laquelle participait Mathilde Panot, notre députée, France Insoumise. Et c'est grâce aussi à Mathilde Panot que nous avons eu l'opportunité, nous, parce que je suis le président d'une association qui s'appelle Ma Zone Contrôlée, et c'est un collectif de salariés statutaires et de sous-traitants du nucléaire. Nous avons un site internet et nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook entre autres, où nous parlons de nos conditions de travail aujourd'hui, de nos métiers, de ce que nous faisons et les difficultés que nous rencontrons. Donc là aussi, je vous invite éventuellement à aller voir ça. Et donc, cette commission d'enquête a décidé à un moment donné de nous auditionner. Donc on a été convoqué, en tant que président de l'association, j'étais convoqué. Et donc, il faut se rendre devant une commission d'enquête parce que sinon on est pénalement condamnable, on va dire, de l'emprisonnement, voire d'une amende de 7 500 €. Donc bon, on y est allé avec un camarade de l'association parce qu'il se posait beaucoup de questions sur justement la sous-traitance. Vu que 80% des activités sont sous-traitées, il voulait savoir exactement ce que ça incombait pour les interventions, les gens au quotidien. Donc on nous a fait jurer sur la Constitution de dire rien que la vérité, toute la vérité. C'est ce que nous avons fait. Dans le rapport qu'a fait cette commission, il y a donc toute une page, enfin plusieurs pages où on parle de la sous-traitance, où ils ont vu que, à force de mettre en concurrence les gens, automatiquement, on dégrade le niveau de la sécurité et de la sûreté nucléaire. Donc ils ont préconisé de créer un statut plancher. Très bien. Donc nous, c'est ce que nous revendiquons. Créons un statut plancher pour tous les travailleurs du nucléaire. Et un exploitant, quand il a une activité à faire à quelqu'un, il va sélectionner une entreprise, mais sur sa capacité technique, le petit plus qu'elle va apporter techniquement. Parce que si on reste dans la situation d'aujourd'hui, où c'est le moins-disant qui le remporte, voilà, on n'avance pas et puis on continue à faire du nucléaire low cost. Et face aux enjeux qu'il y a devant nous, le grand carénage, ça vous parle, vouloir prolonger la durée de vie à 60 ans des réacteurs nucléaires, c'est 5 fois plus d'activité que ce que l'on connaît aujourd'hui. Les bonnes questions qu'il faut poser, c'est qui c'est qui va faire le travail ? Dans quelles conditions ? Comment ? Parce qu'aujourd'hui, on est en manque de ressources, de compétences. Donc tout ça, aujourd'hui, ce sont des sujets, je pense qu'il va falloir s'approprier. France Insoumise, les associations, les syndicats. Les syndicats aussi, à ce titre, ont été tous auditionnés à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la commission d'enquête. Tous, unanimement, disent il faut arrêter ce dumping social vis-à-vis des travailleurs de la sous-traitance. Chiche, go, on y va là. À la rentrée, on fait une action sur le parc nucléaire
Il y a 58 réacteurs EDF, il y a des installations du CEA, de Orano, il y a 220 000 personnes qui y travaillent au quotidien. On fait un mouvement et puis on montre que oui, cette industrie, on ne peut pas la laisser comme ça se dégrader comme c'est le cas aujourd'hui, quoi. Donc ça va être quelque chose aussi à suivre attentivement à la rentrée proche, hein, on y sera vite. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, donc un petit revers à cette audition parlementaire, c'est que le mois dernier, j'ai fait l'objet d'une sanction disciplinaire de la part de mon employeur, donc Orano. J'ai fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, donc sans rémunération. Hein, je m'appelle Gilles Reynaud, pas Benalla, vous l'avez compris. Et donc, j'ai été sanctionné d'une mise à pied parce qu'on attaque le salarié en ma personne, qui est le président d'une association qui, aujourd'hui, sur Internet, donne une mauvaise image du nucléaire. Donc, on nous reproche des propos injurieux, diffamatoires. Enfin, voilà, des fois, on les traite de négriers, d'esclavagistes. Alors, ça blesse nos DRH. Vous vous rendez compte? Ça les blesse. Donc, moi, quand ils m'interpellent, je dis, mais c'est pas violent ce qu'on fait, ce qu'on dit là. La violence, c'est vous aujourd'hui qui la produisez. C'est vous qui êtes responsable de cette situation. C'est bien vous qui cautionnez cette mise en concurrence, cette non-reconnaissance des métiers, des expositions professionnelles. Donc voilà, donc cette situation, je la vis bien, parce que voilà, il y a des gens autour de moi qui me soutiennent, à la France Insoumise, entre autres. Et je vais contester cette sanction, donc je pense début du mois de septembre, à la rentrée. Il y a une pétition qui est en ligne. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à aller la signer en soutien, justement, parce que si jamais on bâillonne les salariés, je suis élu de l'entreprise, hein, je suis élu CGT dans mon entreprise, je suis au CHSCT. Si aujourd'hui on veut mettre un bâillon sur les militants, enfin les représentants du personnel dans cette filière, je vous laisse deviner qu'est-ce que ça va être, quoi. Voilà. Donc allez sur le site internet Ma Zone Contrôlée. Et puis, il y a un petit onglet à droite là, pour signer la pétition. Partagez, s'il vous plaît, autour de vous. Faites savoir que voilà, aujourd'hui, ce silence qui est demandé dans cette industrie n'est pas supportable. Parce que oui, il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Et si aujourd'hui, on ne se préoccupe pas d'eux, à un moment donné, on risque de le payer cher, quoi. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Émilie. Oui, pour compléter, pour finir sur le nucléaire et pour parler des militants de Greenpeace, vous pouvez aussi signer une pétition parce que sur les 22, il y en a 19 qui ont été condamnés à 4 mois de sursis au procès de Priva qui a eu lieu le 17 mai et le verdict le 28 juin. Voilà. Donc ça a provoqué une commission d'enquête, mais ils ont quand même du sursis. Donc voilà. On va passer donc au barrage. Donc déjà, je vais vous dire 4-5 dates clés sur l'histoire des barrages. Alors déjà, il y a la loi de Marcel Paul. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui savent qui c'est Marcel Paul. Donc Marcel Paul était ministre de l'Industrie pendant le gouvernement provisoire, et donc c'est lui qui a fait la loi sur la nationalisation de l'électricité dans le gouvernement provisoire le 8 avril 1946. C'était un communiste. Donc c'est un an après la SNCF. Voilà, dans le gouvernement des jours heureux qu'on est en train de revoir. Donc, comme a dit Sergio, en fait, ça date de 2015, hein, où la Commission européenne a mis en demeure la France que les barrages devaient être mis en concurrence. Donc, Hollande n'a rien fait. Le gouvernement Édouard Philippe, président Macron non plus, parce qu'ils ont fait savoir aux syndicalistes le 25 octobre 2017 dans une réunion qu'ils ne reviendraient pas sur ça. Donc de là, nous, on a réagi très vite, les élus insoumis, c'est qu'on a fait une pétition non à la privatisation des barrages, une tribune d'un reporter qui est sortie au mois de décembre. Donc je vous invite, où là vous avez l'ensemble de vos députés, l'ensemble des élus régionaux et quelques élus qu'on a pris adjoints dans des régions où il n'y a ni des députés ni des élus régionaux, pour essayer un peu d'avoir toute la France dans cette tribune. Alors déjà, pourquoi
pourquoi la Commission européenne a décidé de dire tiens, les barrages, on va les vendre, on va les donner au privé. Pourquoi cette énergie-là ? Tout simplement parce que les barrages, déjà, ils ont tous été construits, donc ils sont faits. Ils sont rentables, c'est un peu comme les autoroutes. Hein. Voilà. Il y a 25% des barrages qui ont plus de 70 ans, donc qui auront besoin d'être un peu refaits, mais sinon la structure, elle est là. Et aussi, c'est l'énergie qui est la plus facilement stockable et la plus facilement régulable. C'est-à-dire que contrairement, et la moins chère, donc c'est-à-dire que contrairement à une centrale où pour l'éteindre ou la rallumer, ça met beaucoup de temps, le solaire, on ne sait pas, l'éolien. Moi, j'ai vu justement lors d'une mobilisation des salariés d'EDF, parce qu'en Rhône-Alpes, ils font une tournée des barrages à défendre. Donc, c'est les barrages qui vont être mis en concurrence. Et donc, dans un, ils ont décidé de couper l'électricité et de mettre tout le monde au tarif heure creuse. Donc, 500 000 foyers. Donc, ils ont fait ça en 5 minutes. Donc, du coup, et aussi, donc, ce qui permet plus facilement de la réguler et la stocker. Donc, vous imaginez pour des entreprises qu'on entend qui ont envie d'acheter des barrages comme Total, comme Veolia, comme voilà, des entreprises qui n'ont jamais eu aucun souci avec la justice et qui ne sont pas des prédateurs, ça peut être très problématique parce que du coup, parce que les barrages, ça ne sert pas qu'à fabriquer l'électricité, ça sert aussi à irriguer. 75% de notre eau en surface d'eau potable est stockée dans des barrages. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 3-4 mois, il y avait un reportage sur l'Iran, comment ils ont construit plein de barrages au moment où ils voulaient être autosuffisants, au moment de la guerre Iran-Irak, et qui, du coup, ont pompé l'eau. Et il y a une mer, il y a le 6e plus grand lac d'Iran qui a disparu, et la mer Aral qui a été divisée par 2. Donc, je ne vous raconte pas si on a des entreprises comme Veolia, la Lyonnaise des Eaux, Total, qui s'occupent des barrages et qui vont pouvoir ainsi, du coup, quand le prix de l'énergie est bas, limite, on n'en donne pas, on n'en vend pas. Et quand c'est haut, on prend. Et aussi, comment on répartit sur l'agriculture entre les différentes agricultures. Bref, ça... Sans compter aussi sur la sûreté et la sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc moi, je viens de Grenoble, je viens de Rhône-Alpes. On est dans la région la plus nucléarisée d'Europe, avec 4 centrales, qui d'ailleurs, pendant la canicule, les 4 ont demandé à être arrêtées par le préfet, ou celle du budget, la Suisse, nous a demandé de l'arrêter. Donc, voilà. Et donc aussi, on est la région où il y a la moitié des barrages en France. Donc il y a aussi le souci, c'est qu'on sait très bien, on le voit par rapport à la gestion de l'eau dans vos collectivités, vous voyez bien que quand on est géré en régie, donc un service public, et quand on est en délégation de service public, donc dans le privé, l'eau est plus chère, l'eau est moins bien entretenue, l'eau est de moins bonne qualité. Et moi, je vous dis d'autant plus, c'est que je viens de Grenoble, donc ça a été une grosse bataille, où il y a eu un gros système de corruption, où le maire, où il y avait une DSP, a fini d'ailleurs en prison, qui était Alain Carignon. Et depuis, on est en régie, et en plus, comme on a des magnifiques ingénieurs, on a l'eau qui n'est même pas chlorée. Donc moi, je peux vous dire que dès que je vais autre part, j'ai l'impression de boire de l'eau d'une piscine. Et donc pour revenir au barrage et à l'eau, c'est aussi un outil indispensable donc à la transition écologique, parce que dans les accords de Paris, l'énergie hydraulique, donc ça a été signé. Macron a quand même dit qu'il voulait, qu'il reconnaissait, contrairement à Trump, les accords de Paris. L'énergie hydraulique doit être la première source d'énergie. Donc, en France. Donc, comment on le fait sans la puissance publique, sans le savoir-faire des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs d'EDF qui ont fait ça depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et sachant aussi qu'on on a perdu malheureusement, à cause de Macron, l'outil de production qui est les turbines hydrauliques, puisque malheureusement, malgré la lutte des salariés de General Electric Grenoble, l'atelier qui fabriquait les turbines part. Voilà, ils sont en train de faire la dernière turbine. Ils avaient 100 ans d'expérience. Et juste, après, on va laisser la parole à la salle et puis on répondra plus précisément sur des choses.
Juste pour vous dire, c'est que la direction a décidé de faire ça l'année des 100 ans de l'entreprise. Et en fait, le film que montraient les salariés pour la lutte, c'était le film qu'ils avaient prévu pour expliquer les 100 ans de la boîte. Et que pour montrer les 100 ans de la boîte, c'est que les salariés eux-mêmes qui l'ont fait. À aucun moment, un dirigeant a dit « Tiens, on va fêter les 100 ans d'un savoir-faire ». Donc voilà, donc qui aime l'entreprise, qui la fait vivre, qui fait vivre l'outil production, ce sont quand même les salariés. C'est eux la richesse. Et je voulais finir par ça, et surtout que on n'entend ni hulot sur les questions autant des barrages que sur General Electric, on ne l'a jamais entendu malgré les interpellations, même quand il est venu à Grenoble. Et du coup, comment on peut lutter? Parce que c'est sûr qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de barrages. Hein. Moi, j'ai fait la tournée, j'en suis à 7-8 barrages dans ma région. On en a même fait une sur le Tour de France parce qu'il passait sur un barrage. Donc on a vu une grosse pancarte. On a été visible 3 minutes sur le Tour de France. C'était magnifique. Alors sachez que la CGT, c'est sur leur site CGT Énergie, ou même on pourra voir si on pourra mettre sur site, a fait un vœu type. Vous pouvez interpeller les élus pour dire regardez quand même, voilà, pour que les villes se positionnent contre la mise en concurrence des barrages. Petit aide pour ceux qui sont dans des communes de droite, beaucoup la France, hein, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, la droite a présenté un vœu contre la mise en concurrence des barrages. Donc vous pouvez dire Laurent Wauquiez l'a fait, donc c'est bon, vu qu'ils suivent un chef. Sauf qu'ils ont accepté notre sous-amendement parce que Wauquiez voulait juste interpeller Macron, et nous on lui a dit non mais attendez, vous croyez vraiment que Macron il va vous écouter? On interpelle aussi l'Union européenne. Donc en plus au final, c'est sous-amendé par nous, et aussi pour ceux qui ont des barrages à côté, d'aller voir, d'aller se renseigner, d'aller aussi sensibiliser, parce que l'Union européenne attaque spécifiquement la France parce que n'a mis en demeure que la France. De deux, nous, on ne dit rien alors qu'on peut. Même, par exemple, l'Autriche a mis ses barrages en intérêt général, quoi. Donc voilà, donc il faut vraiment y aller. Ça va être en plus les élections européennes et il faut jouer sur ça parce que je pense que c'est quelque chose, comment avoir l'électricité bien, pas chère et aussi une sécurité, une sûreté, ça interpelle beaucoup de personnes. Voilà, merci. Oui, juste avant de passer la parole à la salle. Attends, non, mais attends, il va y avoir la parole à la salle, mais je vais donner 2 dates avant. Donc, dans le cadre de ces amphis d'été, donc il y a une conférence samedi matin de 9h30 à 11h sur énergie d'aujourd'hui, négawatt demain, donc avec Yves Marignac, qui est un des responsables de l'association Négawatt, et animé par Jean-Marie Brome. Donc, je suppose que vous connaissez, qui était un des animateurs de la campagne antinucléaire de la France Insoumise. Et sinon, une date donc hors France Insoumise, mais qui est sortie ces derniers jours, mais je pense qu'il va falloir que tout le monde se joigne localement à ce qui va se faire. C'est le 8 septembre, et une journée de mobilisation internationale pour le climat. Je dis bien de mobilisation internationale. Par qu'on réfléchisse à ce qu'on peut faire, comment on fait pour le 8 septembre, ça vient vite. Mais je vous signale tout de suite parce qu'il commence déjà à y avoir des annonces d'actions un peu partout en France. Alors moi, j'ai su ça par l'association 350.org, mais je suppose que c'est tous les collectifs qui travaillent sur les questions du climat commencent à annoncer les dates. Donc à vous de voir localement ce qui peut se faire et d'être présent au maximum. Voilà, c'était ces 2 choses que je voulais préciser avant qu'on donne la parole à la salle. Je vais faire, on m'entend en fait. Je vais faire le monsieur loyal. Donc je vais vous donner le micro. Et je vous propose en fait qu'on prenne par paquet de 3 questions. Comme ça en fait on a la possibilité de répondre et on séquence un peu. On a 3 quarts d'heure. Voilà. Qui souhaite prendre la parole? On va alterner. Madame, puis monsieur et monsieur là-bas. C'était pas une question, c'était un petit texte que j'avais fait, que je souhaitais lire. Ouais, mais faut que ce soit un peu court. 5 minutes 5 minutes, c'est long, madame. C'est ce que j'ai fait en introduction du débat. Voilà.
Je vais essayer de faire court. Oui, Hein de toute façon, le texte que j'ai préparé, c'était pour cet événement. Et je fais partie du collectif antinucléaire 84, ou coordination du Sud-Est. Et nous sommes dans la région la plus nucléarisée d'Europe, c'est-à-dire au nord, on a Tricastin, Cruas, Metz et Marcoule. Au sud, on a Cadarache. Et les activités antinucléaires sont quand même assez réduites dans cette région, ce qui est fort dommageable. En tout cas, je suis ravie de rencontrer Gilles pour pouvoir parler avec lui tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéressait de savoir aussi, c'était la question pourquoi les citoyens sont si indifférents à la lutte antinucléaire. Et parce que c'est un danger mortel. Donc, depuis les catastrophes nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima, on ne peut ignorer le cortège de victimes et de destruction vu l'ampleur de la contamination concernant plusieurs générations, puisqu'on est dans une transmission génétique. Il y a des effets délétères en plus des rejets. Il ne s'agit pas seulement du problème de la catastrophe, mais les rejets permanents et quotidiens qui sont autorisés dans l'eau, l'air, la terre, et qui affectent les populations. Dans l'Ardèche, le Vaucluse, la Drôme, il y a une augmentation énorme des cancers. Les services oncologiques sont débordés, parce que ce qui nous préoccupe, c'est la santé. Les besoins d'études épidémiologiques sont toujours remis au calendrier grec. Donc, devant cette réalité effrayante, les citoyens semblent paralysés, sidérés. Ils s'en défendent par un mécanisme de déni, d'autant plus que la radioactivité est invisible, que la contamination avérée n'apparaît pas tout de suite et qu'elle est fortement contestée par le lobby nucléaire, bien sûr. Quand la maladie est déclarée, les leucémies et tous les cancers, le corps médical la traite sans se préoccuper des causes. Donc, pour vivre avec la possibilité d'une atteinte massive sur la santé, une mort éventuelle, on refoule la réalité des risques. La population semble indifférente aux informations des militants antinucléaires. Les gens savent, mais ils ne veulent pas savoir. En temps de guerre, menacé par un ennemi identifié, l'individu se révolte, fuit, agit pour sa survie et celle des siens. En temps de paix, menacé par cet ennemi invisible, l'individu ne sait pas s'il doit s'en protéger, il a perdu ses repères. Et même si la chaîne des responsables pro-nucléaires, depuis le sommet de l'État, peut être identifiée, ces personnes sont encore mal connues de la population. Leur puissance est telle que les plaintes en justice déposées par les associations militantes ne les arrêtent pas. Nous constatons donc sur le terrain les installations nucléaires produisant l'électricité pour notre confort sont devenues soi-disant indispensables suite à une propagande bénéficiant de grands moyens. Les municipalités aux alentours des installations sont arrosées généreusement de subventions pour leur développement par Areva Orano, même à Avignon, pour répondre soi-disant aux besoins des administrés. En fait, on a créé une société de consommation aveugle et de plaisir immédiat, de profit où la jouissance est avant tout matérielle. Les maires dissimulent des problèmes gravissimes, voire les dépôts de déchets radioactifs à Solérieux, au sud de Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme, qui est une poubelle à ciel ouvert où les gens vont promener leurs chiens, se balader avec les enfants. Il y a 20 000 fûts contenant des produits radioactifs depuis 20 ans. Mais comme ça fait fuir les touristes, les maires ne veulent pas en parler. C'est comme un génocide aveugle, même si tout le monde n'est pas touché, et un écocide. Chacun espère que ça va se passer chez le voisin. La probabilité d'une catastrophe est de 1 sur 130 par rapport aux installations diverses, dont 19 centrales, 58 réacteurs. On ne peut pas concevoir, si on a la chance d'être escapé, soit de rester confiné sur une terre polluée. Et je pense aux agriculteurs qui vont être les éleveurs qui vont être dans l'obligation d'abattre leurs troupeaux. On a vu ça dans des films japonais. Madame, on a dépassé les 6 minutes. Il y a pas mal de gens qui veulent intervenir. Je pense que en fait, d'accord. Votre texte est assez
compris. En Donc plus, pour il y a beaucoup nous, de gens qui sont très conscients ici simplement, dans la ce salle. qu'on voulait dire, c'est que pour nous, la seule solution par rapport à tout ça, c'est l'arrêt immédiat du nucléaire. On est assez d'accord. Pour immédiat, c'est pas toujours d'accord. Mais bon, voilà. Si vous savez faire, Voilà. l'arrêter immédiatement et de faire fonctionner Voilà. la machine. Il faut croire qu'on était suffisamment gênant, puisque Areva nous a mis en procès en septembre, et Areva a été débouté de sa plainte. Moi, j'étais assez d'accord avec certains commentaires de Madame. Sur la votation nucléaire, moi, je pense qu'il y a... c'est impressionnant quand même, 334 000 personnes qui ont été votées, mais je pense qu'en même temps, la plupart qui ont été votés sont déjà des gens qui sont convaincus, et la votation ne représente pas véritablement l'état d'esprit de l'ensemble de la population. Et effectivement, il y a un problème au niveau... il y a un gros problème, je pense, d'éducation populaire en termes de compréhension de l'enjeu du nucléaire par rapport aux difficultés que la plupart des gens ont, enfin que beaucoup de gens ont dans leur vie quotidienne, liées au chômage, à la pauvreté, à l'augmentation des inégalités, et sont dans, comment dire, dans la problématique de leur vie quotidienne, et que la question du nucléaire paraît être un petit peu éloignée. Le deuxième aspect, souvent qu'on n'aborde pas, à mon sens, c'est qu'il y a quand même, très globalement parlant, pour les personnes qui ne sont pas, enfin, moi c'est ce que je ressens dans une situation de pauvreté, de précarité, véritablement une addiction à la consommation, et qui est véritablement apporte a des conséquences sur les politiques énergétiques. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'était la décision qui a été prise au niveau de la France insoumise, moi qui me paraît vraiment fondamentale au terme de la règle verte, donc qui concerne l'empreinte écologique ou le jour du dépassement, on en a parlé dernièrement. Comment s'articule concrètement dans un programme politique la question de l'application de la règle verte avec les politiques énergétiques qui ont été évoquées au niveau des barrages, du nucléaire ou des centrales, des autres centrales énergétiques, et qui amènent également à la question de la consommation. Donc voilà un petit peu le sens de ma question. Oui, je voulais d'une part faire une remarque sur la question des barrages, parce qu'on a oublié en France qu'on avait des possibilités hydrauliques très importantes, et on est en train d'oublier beaucoup de petits barrages, dont certains construits par la SNCF pour l'électrification des lignes, et les Allemands louchent dessus actuellement. D'autre part, toujours sur cette histoire de barrages hydrauliques, je voudrais rappeler quand même qu'un certain Macron a bradé à General Electric le secteur hydraulique d'Alstom. Et on sait comment General Electric est actuellement en train de lui faire un bras d'honneur. Comment General Electric est en train de lui faire un double bras d'honneur, non seulement sur la construction des turbines, mais sur le personnel. Enfin, la question que je me pose, parce que pour le moment elle n'est pas à l'ordre du jour, mais quand on voit les injonctions de la Commission européenne sur les barrages, est-ce que demain on n'essaiera pas de nous obliger à privatiser les centrales nucléaires? Parce que, sauf de ma part, ça coûte très très cher. C'est pas rentable. Hein. Je n'affirme pas, mais je crois savoir qu'en Allemagne, il y a une ou deux centrales privées. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, bonjour. En fait, je lisais sur la politique énergétique, donc je veux parler plutôt du vent. Et très concrètement, moi je suis beaucoup en Normandie et j'ai fait la campagne sortie du nucléaire. Les gens croient qu'il n'y a pas d'alternative. C'est ce qui revenait tout le temps. J'ai parlé avec énormément de gens, j'ai fait voter plein de gens. Mais grosso modo, ça, c'est un problème énorme. Et j'ai vu Jean-Luc Mélenchon parler plusieurs fois, évoquer plusieurs fois l'éolienne offshore. Il a nommé, c'est nommé dans plein de discours. Il se fait que sur Fécamp,
il y a un parc offshore qui est planifié pour très bientôt, super contesté par plein de gens, dont des écologistes, etc. Ma position est qu'on ne peut pas être contre tout, donc j'espère que ça va bien se passer. Il faudrait vraiment que la France insoumise soit hyper claire sur cette histoire d'éoliennes. Mélenchon parle de ça comme si c'était déjà fait. Or, il n'y a rien. En fait, il n'y a pas d'offshore en France. Donc ça, je voudrais bien savoir ce que vous en pensez, très concrètement. Et puis aussi, juste pour cette histoire de barrage, il y a une interview géniale qui a été faite aux médias au milieu du printemps, Média TV, c'est un jeune type, un jeune ingénieur, qui a écrit un bouquin sur les barrages. Et il y a une interview où il explique tout ce qu'on peut vraiment vouloir savoir sur les barrages, et notamment aussi que ça sert à refroidir les centrales nucléaires. Donc c'est super important. Donc, mais ma question concerne vraiment la France insoumise et les éoliennes. Où en êtes-vous? Où en sommes-nous? On va répondre. Derrière, après madame, et ensuite vous allez vous souvenir de toutes les questions? Oui. Bah, sinon, vous contrôlez. Merci pour vos interventions. Moi, aujourd'hui, je suis venu voir un truc, c'était sur la politique énergétique. Et ça m'étonne déjà qu'il n'y ait pas de scientifiques sur l'énergie. Peut-être que je me trompe, je n'ai pas écouté au début tout ce que vous avez dit. De scientifiques sur la... Parce que là, on parle d'un problème très particulier. On parle du nucléaire ou de l'hydraulique en France, qui représente en fait 5% de l'énergie primaire. Il y a 80% de l'énergie primaire, c'est du fossile, donc du charbon, du gaz ou du pétrole. On n'a pas parlé vraiment des impacts que cette utilisation d'énergie primaire a, ce qu'on appelle l'énergie finale. Il y a un tiers sur le transport, un tiers sur le bâtiment, un tiers sur je sais plus quoi. C'est des choses dont on n'imagine même pas. C'est des choses qui font pour qu'on puisse produire du plastique, l'énergie qu'on utilise pour transporter des choses, pour percer des trous, toutes ces choses-là. Et on le sait que d'ici quelques dizaines d'années, il y aura une pénurie d'énergie fossile. Donc en fait, dans quelques dizaines d'années, on sera face à une catastrophe. Une catastrophe parce qu'on ne pourra plus produire de l'énergie pour faire toutes ces choses-là. Et que même si on développe à fond le nucléaire, ce que je ne souhaite pas, que même si on met des éoliennes partout, on n'a pas de solution pour produire le niveau d'énergie actuel. C'est-à-dire avoir l'équivalent de 200 esclaves énergétiques par personne, c'est ce qu'on a actuellement. Dans quelques dizaines d'années, ça sera impossible. Et là, on traite des problèmes localement. On parle de nucléaire, on parle de l'IN, etc. Mais je voulais savoir comment la France insoumise répond à ce problème qui va créer des guerres, des famines, des maladies. Enfin, ça va être pire que n'importe lequel des scénarios qu'on puisse imaginer ici sur le nucléaire ou sur des guerres. Parce qu'on n'a pas de solution actuellement. Merci. Oui, juste quand même une petite réponse, après on redonnera un. Bon, l'atelier était dans le cadre du bilan des mobilisations organisées par la France Insoumise. Donc c'est dans le cadre du bilan de la campagne sur la sortie du nucléaire. Donc ça n'a pas comme objectif d'embraser l'ensemble de la question énergétique. Donc c'est vrai qu'il y aura la conférence avec Yves Marignac samedi matin, qui sera plus orientée vers les solutions. Sur les scientifiques, je pense que quand même aujourd'hui, on maîtrise suffisamment toutes les questions nucléaires. On a donc quand même un syndicaliste du nucléaire aussi, donc il maîtrise très très bien la question et pour cause. Donc je crois qu'on peut avoir une discussion sur ce sujet, compte tenu en plus de l'investissement dans cette bataille depuis des décennies d'un certain nombre de présents dans la salle. Je pense qu'on peut avoir des discussions sans avoir forcément un scientifique présent. Jean-Marie n'arrive que tout à l'heure, donc il ne pouvait pas être là à l'atelier, mais au sein de la France Insoumise, nous avons beaucoup de scientifiques du nucléaire, y compris donc soit les travailleurs du nucléaire, soit des chercheurs du nucléaire. Jean-Marie Brome est un chercheur du nucléaire. Il y en a d'autres qui ont aussi aidé la France Insoumise dans ses réflexions. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème en soi. Alors, il y a effectivement un problème, c'est que comme la France est le pays le plus nucléarisé au monde, comparé à sa population, aujourd'hui, quand on dit comparé à sa population, c'est pour ça que je précise comparé à sa population, électrique. Oui, électrique. Ouais. Donc, c'est vrai que la question a été soulevée.
que, notamment par Madame tout à l'heure, que quand on dit aux Français, enfin aux habitants de la France, Français au sens global du terme, tous ceux qui habitent dans notre pays, quand on dit il faut sortir du nucléaire, des fois la question c'est ouais mais les gens ils y croient pas. Bon, alors c'est vrai que la première question qu'il faut dire, faut en finir d'abord avec le gaspillage énergétique et la surconsommation, qui sont deux choses différentes. Il y a tout ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de perte de consommation par la production, notamment aujourd'hui avec le problème de tout ce qui est bâtiment au sens large, pas seulement logement, l'ensemble des bâtiments et de l'isolation des bâtiments ou de le type de construction. Parce qu'aujourd'hui, il faut, dans les constructions qu'il y a, réfléchir à la construction de manière à consommer le moins possible. Je vous signale d'ailleurs un très bon stand dans le village qui s'appelle le stand de l'ESA, une association qui travaille beaucoup justement sur le type de construction pour consommer beaucoup moins d'énergie, y compris aller vers des bâtiments, ce qu'on appelle passifs, c'est-à-dire qui ne consomment pas, quoi. Bon, au niveau chauffage, au niveau réfrigération d'ailleurs. Non, parce que c'est vrai qu'avec la montée du réchauffement climatique, on a un problème de la montée de la consommation pour tout ce qui est réfrigération, la clim, voilà, ici par exemple. Bon. Donc c'est un vrai problème. Bon, donc il y a une bataille à mener sur la réduction de consommation en expliquant aux gens qu'on peut consommer moins en consommant mieux, et donc ça ne veut pas dire qu'ils vont vivre mal. Ça veut dire qu'au contraire, ils vont vivre mieux. Parce que si les bâtiments sont mieux isolés, par exemple si leur logement est mieux isolé, ils paieront moins aussi d'électricité. Donc ils gagnent, c'est-à-dire il y a un gain environnemental, il y a un gain sur la facture des ménages, mais il y a un gain aussi sur la facture commerciale de la France, donc, qui est important. Bon. Donc ça, c'est une bataille menée. Bon, ensuite, il faut démontrer qu'on peut consommer moins parce qu'il y a des consommations qui sont inutiles. Alors c'est le cas de la publicité, par exemple toute la publicité déroulante, par panneaux informatiques et tout ça. Bon, et ainsi de suite. Donc il y a plein de consommations qu'on peut supprimer. Bon, moi je ne crois pas que les gens consomment, enfin les gens qui ont des petits moyens surconsomment par plaisir. Je crois que des fois, c'est parce que malheureusement, ils consomment mal, parce que soit les logements sont mal isolés, soit ils ont des vieux appareils qui sont des appareils qui consomment trop parce que ce sont des vieux appareils, donc qui n'ont pas été conçus pour consommer moins, ou qui se sont dégradés et qui du coup consomment trop, et ainsi de suite. Donc je crois que c'est plutôt ce qu'il faut développer. À la fois, c'est donner les moyens financiers à ceux qui ne peuvent pas pour pouvoir avoir une meilleure isolation. Ça vise tous les petits propriétaires, c'est-à-dire la personne qui possède son logement ou sa maison, mais qui n'a pas les moyens de faire les travaux. Et aujourd'hui, les aides à l'isolation sont insuffisantes, parce que souvent c'est des prêts, mais des fois vous n'avez même pas les moyens de faire l'emprunt. Donc il faut faire un autre système de financement. Et puis c'est tout ce qui est réflexion collective et aide et travail collectif pour avoir des appareils qui consomment moins. Alors, déjà ça fait baisser. Et puis, il y a effectivement des choses qui sont inutiles. Mais ça, c'est déjà ceux qui ont un peu plus de moyens, qui en général ont la possibilité de consommer inutilement. Et ensuite, il y a tous ceux qui gaspillent largement. Ça, c'est ceux qui ont déjà pas mal de fric. Donc, je veux dire, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même paquet. Et pour que les gens se mobilisent, il faut que les gens pensent que c'est possible. Si on se contente de faire du contre, ça ne marche pas, parce que les gens sont d'accord avec nous, mais si on ne leur offre pas une solution, les gens ne vont pas bouger. Donc c'est à nous de nous battre pour montrer qu'il y a des solutions et pour montrer quelles sont ces solutions et quelles sont, y compris pratiquement pour eux et pour elles. Alors il y a beaucoup maintenant d'associations de citoyens qui se développent, de collectifs de citoyens qui se développent, y compris pour mettre en œuvre des énergies renouvelables. Bon, c'est beaucoup dans le photovoltaïque, bien évidemment, mais je crois que c'est important. Alors et je termine pour ne pas faire plus long, sur l'hydrolien, l'éolien en mer. Bon, la France est totalement en retard. Bon, sur l'hydrolien, vous avez vu que l'usine qui devait ouvrir pour construire les hydroliennes, au Havre, il y a une décision d'abandon sur le thème que ce n'est pas rentable. C'est-à-dire que notre problème que nous avons, de manière, j'en discutais tout à l'heure d'ailleurs dans les allées tout à l'heure, c'est qu'en France, on a un Conseil constitutionnel qui est ultra-libéral et que donc qui prend la décision, alors qu'il y a la Charte de l'environnement, de valeur constitutionnelle, et donc qui pourrait permettre de s'opposer à certains projets sur le thème « ça met en danger notre planète », le Conseil constitutionnel met toujours au-dessus
le droit de propriété. Tant que nous n'arrivons pas à modifier ça, c'est-à-dire que le fait qu'en valeur suprême, il y a la sauvegarde de la planète, et c'était ça le sens de la règle verte, c'est qu'on ne peut pas développer de projets qui remettent en cause le renouvellement des ressources renouvelables, parce que pour les autres, hélas, elles ne sont pas renouvelables, mais qui ne prennent en compte la quantité de ressources de la planète, et ça doit être la priorité. Et tout projet doit être soumis à ça. Et si on continue avec ce Conseil constitutionnel qui, lui, soumet tout projet au droit de la propriété, on n'arrive pas à avancer. Donc c'est ça un peu un des nœuds de bataille politique qu'il faut qu'on continue à mener. Bon, je pense qu'il est entendable par les gens, avec des exemples concrets. Je vais vous donner un exemple qui est parisien, parce que, enfin, parisien francilien. On a, mais qui vous allez sûrement, pour un certain nombre, imaginer dans vos régions, mais comme je ne me rappelle plus l'ensemble des grands projets inutiles, je prends l'exemple de l'Île-de-France, Europa City, le fameux immense centre commercial qu'ils veulent construire sur les dernières terres agricoles d'Île-de-France. Parmi les dernières terres, il y a des très bonnes terres, et je connais bien le sujet parce que j'ai des ancêtres qui viennent de cette partie de l'Île-de-France et qui étaient paysans dans de cette partie de l'Île-de-France, donc je connais la qualité des terres. Bon, ben, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous y opposer. Bon, s'il y avait la règle verte, si on avait, même sans la règle verte, dans la Constitution, le fait que la défense des ressources renouvelables passe avant le droit de propriété, avant le droit du commerce, et ben aujourd'hui on pourrait empêcher Europa City. Là pour l'instant, c'est bloqué, la justice l'a bloqué, mais on ne sait pas jusqu'à quand, puisqu'il y a eu appel contre la décision de la justice. Donc voilà un peu le cadre qu'on a. Donc oui aux éoliennes, alors ceci étant, après, on peut décider qu'à tel endroit, ça peut s'éviter. Quand je dis, on ne va pas mettre des éoliennes, je ne sais pas moi... sur Saint-Victor, enfin, local, bon, et ainsi de suite, sur la Sainte-Baume, je ne sais pas quoi. Il y a des endroits qu'il faut éviter. Bon, et puis, il faut que ce soit des éoliennes qui soient au profit de l'intérêt général. Parce que, par exemple, je me souviens dans l'Aveyron, j'y suis allé là, pendant la campagne, où des insoumis m'expliquaient qu'il y a des éoliennes qui vont être installées par une entreprise espagnole pour produire de l'électricité pour l'Espagne. Bon, là, c'est discutable, parce que nous, on est pour les circuits courts. Donc, on est pour produire localement. Et les éoliennes, peut-être que... Enfin, je ne sais pas où on est, les problèmes d'énergie en Espagne, je sais que c'est difficile. C'est beaucoup plus au sud, ils ont plus de problèmes. Mais quand même, je pense qu'il y a peut-être d'autres solutions que d'installer des grandes éoliennes dans l'Aveyron pour pouvoir exporter l'énergie électrique en Espagne. Oui, pour répondre sur le consommer moins, moi je pense qu'on peut consommer moins et vivre mieux. Parce que de toute façon, aussi à cause du nucléaire, à cause des lobbies, c'est l'époque où on a construit les logements qui étaient des passoires énergétiques. C'est l'époque où on a mis des radiateurs électriques. C'est l'époque où, de toute façon, vu qu'on a le nucléaire, on peut consommer. Donc c'est sûr qu'il faut revoir ça. Mais il y a aussi, par exemple, on n'en parle jamais, et justement, au vu des municipales, il faut vraiment s'y intéresser, c'est l'éclairage public. À savoir qu'aller sur le site de l'ADEME, et l'éclairage public, il y a la moitié de l'éclairage public, c'est éclaire plus le ciel que par terre. Donc d'où est l'intérêt d'aller éclairer le ciel avec une pollution lumineuse et en plus qui empêche certains oiseaux d'y aller. Enfin, après, là, je vous réfère aller sur le site de la LPO. Et donc, du coup, on est dans une surconsommation. Et aussi un coût pour les communes et les intercommunalités. Donc là, vu qu'on est dans les baisses des dotations de l'État et tout ça, maintenant le coût, ça commence à rentrer dans certaines têtes aussi. Mais je pense qu'il faut aussi aller voir sur ça, parce que c'est pas normal, et que non, il y a des endroits dans la ville où on n'est pas obligé d'éclairer toute la nuit, où peut y avoir un éclairage que spartiate. Et en plus, il y a eu des études faites que quand c'est trop éclairé, c'est moins sécurisant. Donc moi, c'est sur le site vraiment de l'ADEME qui a fait un vrai travail. Et donc rien que par rapport à ça, aussi rénovation des logements. Et là, on peut parler de la Banque publique d'investissement. Donc comme ça, on peut, à travers l'énergie, on peut développer le programme de l'avenir en commun. Et juste pourquoi une banque publique d'investissement ? Parce que juste, il y a des personnes qui ne peuvent pas emprunter. Et généralement, les personnes qui ne peuvent pas emprunter, je peux vous dire, parce qu'avant d'être élue, j'étais intérimaire dans le secteur bancaire. Donc j'ai travaillé dans les droits au prêt.
Et par exemple, quand vous avez atteint plus de 70 ans ou 80 ans, allez demander un crédit à la consommation pour rénover votre bâtiment. Il faut déjà que vous fassiez un check-up complet et j'espère que vous n'avez eu aucune maladie avant, sinon vous avez l'assurance qui double. Alors que quand on sait que dans des maisons isolées, généralement, c'est des personnes âgées qui habitent. Voilà. Donc ça, et c'est aussi à utiliser parce que quand on en parle, en plus, pour assez tout le monde au marché, quand on est au marché le dimanche, ça parle aussi à tout le monde. Puis c'est de parler des personnes âgées, c'est bien, comme ça on dit, vous voyez, on parle même pas de notre électorat. C'est pas forcément celui qui vote le plus pour nous, mais bon voilà. Puis mais dans le sens d'intérêt général, mais la banque publique d'investissement, oui, rénover les bâtiments et que il y a les pubs et il y a aussi respecter la loi, à savoir qu'il y a quand même une loi où les agences immobilières n'ont pas le droit la nuit d'éclairer et d'avoir les agences comment acheter sa maison à 23h, à minuit, quand elle est fermée, quoi, et que quand il fait nuit, les seuls magasins qui doivent être... c'est la pharmacie de garde ouverte, c'est le point des distributeurs si on veut retirer de l'argent, mais pas les boutiques qui sont fermées, quoi. Les bijouteries, qu'est-ce qu'on a besoin de voir les bijouteries dans les boutiques qui sont... Non, mais ça aussi, c'est de la consommation d'électricité inutile et du gaspillage, et aussi payer le droit d'usage. Par exemple, sur l'eau, c'est pas pareil quelqu'un qui utilise l'eau pour faire sa machine ou pour boire que quelqu'un qui utilise l'eau pour sa piscine ou le golf. Voilà. Parce que maintenant dans des PNR, on veut mettre des golfs. On va prendre le dernier tour de parole. Moi, j'avais deux remarques très rapidement, en fait. D'abord, sur la bataille culturelle et politique qu'évoquait Martine avec le Conseil constitutionnel. Rappelez-vous, parce que ça s'était vu au moment de la taxe à 75%, que le Conseil avait trouvé anticonstitutionnel, alors qu'il y a des pays, des plus libéraux d'ailleurs, qui avaient des impositions beaucoup plus importantes, les États-Unis, avant les années 80. Et donc, c'est une vraie bataille, cette affaire, qui n'est pas simplement une bataille qui concerne l'énergie. Et elle se déploie aujourd'hui par voie de presse, notamment. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Moi, ça m'avait étonné parce que c'était un rassemblement assez large d'intellectuels et de gauche et de droite sur la défense, en fait, de la propriété privée contre les promoteurs des communs. En fait, ça a été une tribune publiée dans le Figaro avec malheureusement quelqu'un que je connais bien, Daniel Borillo, mais aussi des gens que je connais bien et que je combats, comme Luc Ferry ou des tenants de l'ultralibéralisme. Et donc, cette offensive-là, elle se prépare. Voilà. Et l'autre remarque, par rapport à la première question sur l'importance des scientifiques, Martine et moi venons d'un courant politique, de l'écologie politique, où effectivement, on a toujours fait très attention à ça, à chaque fois de tenir compte de la technicité des questions abordées. Mais je peux dire, très sincèrement, et je pense que Martine ne me démentira pas, et notamment par l'expérience parlementaire que nous avons eue, c'est que ces questions-là, elles ne sont jamais, en fait, décidées d'un point de vue technique. Jamais. Jamais. Parce que sans ça, il y a bien longtemps qu'on aurait tourné la page du nucléaire en France. C'est dangereux, c'est cher, c'est un gouffre. On ne sait pas démanteler. Moi, je vous invite, en fait, à aller regarder les vidéos que nous avons faites dans le cadre de la campagne, celle de Gilles notamment, mais celle de Jean-Marie, mais celle de Barbara Romagnan, qui a été à l'origine d'une mission d'information sur le démantèlement. C'est hallucinant, la morgue, la suffisance des dirigeants d'EDF sur la volonté de s'affranchir, en fait, de la loi, du vote souverain, en fait, du peuple, quand on décide, par exemple, de réduire la part de nucléaire dans l'énergie, avec une volonté d'EDF de s'affranchir totalement, en fait, de cette loi. Et d'ailleurs, ils ont réussi, puisque Macron a mis ça dans le placard, et sur le démantèlement. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été question, alors que c'est inscrit dans la loi, avant même la loi de démantèlement. Quand on met en place des centrales, on a prévu normalement qu'elles seraient démantelées un jour. En France, on n'a jamais réfléchi au démantèlement réel des centrales nucléaires. Jamais. Et donc ces questions-là, elles ne sont pas uniquement techniques. Donc dans une campagne politique, c'est normal que les citoyens qui n'ont pas de technicité particulière, parce que l'énergie, c'est une question qui nous concerne tous, puissent aussi se prononcer, avoir leur mot à donner, critiquer, et puis donner leur position. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de questions qui appartiennent à des scientifiques, à des polytechniciens ou des énarques. C'est le discours dominant, en fait, qui permet au nucléaire de sauvegarder son précaré et de ne jamais être contesté dans ses fondations. On va...
Le micro, parce qu'on n'entend rien sans ça. Il y avait quelqu'un. Prenez le micro et après vous le donnez à mademoiselle. Qui devait intervenir. Monsieur et les deux derniers, voilà. Ouais, Allez. Ouais, donc je voudrais juste parler de la centrale de Brénélis, qui est une mini-centrale qui était expérimentale, construite dans les années 60, et qui a dû fonctionner 12 ans, et qui est en démantèlement depuis 85. Et il y a quelques semaines, on a vu apparaître dans la presse que les délais seraient encore rallongés, pas avant 2030. Et c'est une mini-centrale par rapport à ce qui a pu se construire après. Oui, alors moi je voulais revenir sur la question donc de la production énergétique, qui est une question quand même primordiale. Et en fait, je trouve que c'est dommage que quand on l'aborde, on reste beaucoup centré sur la France métropolitaine et qu'on ne parle pas du tout en fait, de ce qui se passe dans les dom-toms. Par exemple, en Guyane, il n'y a pas de centrale nucléaire, il y a un barrage. Alors, ce n'est pas parfait parce qu'il y a aussi des centrales thermiques, des centrales diesel. Mais je pense que c'est intéressant en fait, quand on parle de cette production, de regarder ce qui se fait dans les dom-toms, parce que c'est la France, et de voir ce qui est amélioré, ce qui est inquiétant, et puis ce qui peut au contraire nous montrer ce qui marche là-bas. Moi ou... Oui, d'accord, merci. Alors moi, je voulais juste intervenir sur un point. Avec la privatisation des barrages, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est la souplesse des barrages, qui permet finalement, à moins que je me trompe, de répondre à la demande. En fait, le problème de l'électricité, c'est qu'on ne peut pas la stocker. Il faut la produire en temps réel et il faut faire face au pic de demande. Aujourd'hui, les barrages, ils servent à ça. Ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas exploités à la totalité de leur capacité. Ce qui signifie que s'ils sont privatisés, celui qui va les acheter va vouloir les exploiter. Donc ça veut dire qu'en fait, on va avoir une augmentation de la consommation qui va être engendrée par cette privatisation. Et alors, l'objet qu'ils ont mis en place pour pouvoir faire ça, parce qu'il y aura toujours des pointes, et du coup, on n'aura plus la possibilité d'y répondre parce qu'on sera à 100% de la capacité, c'est le compteur Linky. Le compteur Linky qui va permettre de non pas répondre à la demande s'il y en avait besoin, mais de couper la demande s'il y avait un problème. S'il y a un pic de consommation, ils viendront avec un compteur Linky. Le RTE pourra couper votre sèche-linge ou votre four au moment où il aura la possibilité de le faire. Voilà. Et ça, c'est un point qui intéresse les gens. Le compteur Linky. Et c'est un point, ça peut être aussi un axe. Il y a un article qui est paru dans le journal de l'Insoumission là-dessus, et il a explosé les visites sur le site. C'est un point important. Donc on peut peut-être aussi s'axer là-dessus. Voilà, merci. Oui, bonjour. Moi, je voulais signaler quelque chose en réponse. Lorsque le problème technique des centrales nucléaires n'est jamais évoqué, je suis d'accord, le problème politique n'est jamais évoqué aussi. On évoque rarement la filière de fourniture parce que, quoi qu'il en soit, le nucléaire, ça reste une énergie fossile. Donc les stocks sont limités. Ça fait 60 ans qu'on nous vend une qualité de production parce qu'en fait, sur le combustible, il y en a 90% qui n'est pas utilisable, qu'on ne sait pas utiliser. Donc on voit la rentabilité. Et les fournisseurs de minerais, puisque c'est du minier, sont des pays principalement très reconnus pour leurs compétences, on va dire, excusez-moi, républicaines et voilà, merci, tels que le Kazakhstan ou le Niger. Et donc là, l'État n'a aucun problème éthique en relation avec cette affaire. C'est vraiment une concentration de pouvoir pour garder une capacité. Et j'avais une question à poser excusez-moi, à vous, monsieur Gilles. Non, excusez-moi. Voilà, oui. J'ai bien entendu que vous faisiez partie d'un syndicat et que vous étiez pour la protection des salariés, ce qui, pour moi, est de base, et toutes ces choses-là avec les planchers. Mais est-ce que les syndicats, en eux-mêmes, ont une position vis-à-vis de l'énergie nucléaire?
Et ça, je m'excuse, mais je suis très implanté et voilà, c'est une question que je voulais poser parce que ça nous aiderait à une réponse. Merci. Merci. Donc, moi, monsieur a bien parlé sur l'origine de l'énergie. Et moi, je voulais rajouter éventuellement les incidences, comment on se trouve à s'impliquer militairement, la géopolitique autour de l'énergie, quoi, avec tout ce qui est conflit et tant sur les pipelines qui traversent, comment on fait pour donc la position des insoumis. Monsieur là-bas, et on va finir par madame. Oui. Oui, moi, ce que je voudrais souligner par rapport à l'intervention initiale, c'est que ce qui est à prendre en compte, c'est l'évolution positive à l'égard du danger nucléaire. Moi, je pense qu'il faut surtout voir les choses dans ce sens-là. Je suis un de ceux qui pensaient que c'était nécessaire, personnellement. Et les réflexions politiques, en particulier de la France insoumise, et je pense à Mélenchon bien avant que la France insoumise apparaisse dans le paysage politique, ont favorisé mon évolution. Et je veux souligner d'ailleurs qu'une des manières de faire évoluer les consciences politiques, à mon sens, c'est aussi de beaucoup travailler sur les questions alternatives. Et moi, je veux en évoquer une. Parce que le danger, bien entendu, qu'il est facteur de prise de conscience. Mais comment faire pour faire autrement, ça me paraît tout à fait essentiel. Et moi, je le traite y compris d'un point de vue professionnel, je veux dire, avec un projet important sur réinventer Paris, etc. Et de nouvelles conceptions écologiques de l'habitat, avec programme à 8 étages en construction bois et paille, etc. Je veux dire, il faut le prendre en compte comme des nouvelles conceptions, y compris d'urbanisme. Et je veux souligner que la question de la géothermie dans ce domaine-là est une question extrêmement importante, à la fois au plan individuel et au plan collectif, parce qu'à 1,5 mètre sous terre, nous avons 13 degrés constants, parce qu'à 6000 mètres, nous avons 230 degrés constants, et qu'en faisant de la géothermie, on peut développer des hypothèses extrêmement importantes, en particulier sur l'habitat social. Je veux souligner qu'à Pau, il y a une entreprise qui est en train de porter un projet pour les besoins de 3000 logements, et c'est un cadre de Total qui est parti de Total pour le faire, soulignant ainsi ce que nous pourrions imaginer si un nouveau pouvoir politique de la France insoumise advenait dans ce pays et intime, je dirais, la mission politique à un groupe comme Total, au lieu de faire des forages pétroliers, de faire des forages, il en a fait d'ailleurs beaucoup, dans un projet de géothermie. Et cette question-là n'est pas posée qu'à l'échelle nationale. Total, c'est 98 000 salariés sur tous les continents. Il faut mesurer ce que pourrait signifier d'un point de vue géopolitique un projet alternatif de transition énergétique porté par un groupe comme celui-là, s'il était, j'en termine, un groupe qui soit la propriété sociale, citoyenne et écologique de la nation. Et je regrette de ce point de vue que les choses échangées entre le programme de Jean-Luc de 2012 parce que c'était à l'ordre du jour et que ça n'ait plus été dans le dernier programme. Je pense que cette question de l'appropriation, le non Total n'y figure pas. Non. Et non. Et je pense que si nous voulons avoir une cohérence politique sur l'ensemble des paramètres à prendre en compte, cette question fait partie de celle qui devrait attirer notre attention pour l'avenir. Madame. Les réponses seront un peu brèves, parce qu'en fait, les occupations de salle ne nous permettent pas de nous étendre au-delà des horaires qui nous ont été octroyés. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur Alstom, parce qu'en fait, donc Alstom, il semble qu'il y ait eu, nos chercheurs, nos scientifiques avaient fait des découvertes très importantes sur tout ce qui était l'éolien. Hein. Et donc, en fait, Montebourg et Macron, oui, effectivement, ont bradé à General Electric cette partie-là. Et en fait, la France, on est très peu pourvu en
en éolienne actuellement, mais étant donné que maintenant c'est dans les mains des Américains, qui eux savent bien que de toute façon que le nucléaire c'est quelque chose de dépassé, que ça va être trop cher en démantèlement, donc de toute façon qu'il va falloir proposer des éoliennes, et le problème c'est que l'éolienne qu'on va nous imposer, pour le coup, c'est eux qui vont en tirer les bénéfices, et ça c'est dramatique, parce que pour le coup, non seulement on va avoir le coût, nous citoyens français, on va avoir le coût du démantèlement des éoliennes, des centrales nucléaires, y compris éventuellement des risques de catastrophe, parce qu'à vouloir les poursuivre, de toute façon, ça nous pend au nez. Et d'autre part, pour une réinstallation d'une énergie renouvelable, dans le coup, on va être obligé de payer des droits aux Américains, alors qu'ils nous ont volé nos brevets, quoi. Ils nous ont volés. Et ça, c'est la faute de Montebourg et Macron qui ont cru comprendre les textes en anglais, et qu'en fait, aujourd'hui, les textes en anglais, il faut bien comprendre qu'on ne les comprend pas. Je vais répondre à votre question, monsieur, là, concernant les syndicats aujourd'hui dans la filière nucléaire. Donc, vous avez compris aussi que les salariés de la sous-traitance, ce sont souvent des petites structures, et donc où il n'y a pas d'élus, il n'y a pas des élections professionnelles. Les lois El Khomri et les lois Macron XXL ne vont pas aussi aller dans le bon sens. Concernant les syndicats, donc la Fédération Mine Énergie, par exemple, côté EDF, est puissante, c'est elle qui est leader. Malheureusement, aujourd'hui, elle a une politique où elle encourage le développement des EPR, alors que l'on connaît les situations à l'EPR de Flamanville. Enfin, voilà. Donc, ils oublient un petit peu de parler des travailleurs. Je le regrette profondément. Et d'autres syndicats, aujourd'hui aussi, sont plutôt dans l'accompagnement des stratégies des entreprises, plutôt que de vouloir défendre l'intérêt des travailleurs. Et là aussi, le rôle du syndicalisme, pour moi, il perd de sa nature, quoi. Non, juste là-dessus, bon, faut signaler que Sud Énergie, par contre, est majoritairement pour la sortie du nucléaire. Bon. Et à la CGT, même, ça évolue maintenant. Il y en a quelques-uns qui sont aussi pour la sortie du nucléaire. Bon, ils sont pour un nucléaire public. Bon. Et certains pour la sortie du nucléaire, quand même, peu à peu, ou tout du moins pour la réduction. Alors pour Alstom, je réponds vite fait, mais je vais déjà, pour ceux qui sont intéressés, vous rappeler que samedi, il y a un atelier à 13h45, Alstom, scandale d'État. Vous invite à ceux aussi qui l'ont pas vu, le documentaire Guerre fantôme, qui a été réalisé par 2 jeunes réalisateurs sur leur fonds propres, quand même. Et oui, parce que moi, les salariés de General Electric m'ont dit même pire, c'est qu'ils avaient des brevets qu'ils avaient déposés. Et donc, du coup, quand Alstom a été racheté, General Electric a acheté les brevets, et pour fabriquer les turbines, ils devaient payer les brevets qu'ils avaient découverts eux-mêmes. Voilà. Mais maintenant, c'est résolu, hein, ça va être délocalisé, on ne sait pas encore en Inde ou en Chine, malgré la mobilisation des salariés, et que, juste pour rappel, l'État pouvait intervenir parce qu'ils avaient 20% des parts et qu'ils pouvaient bloquer. Et que quand on a envoyé un courrier à Bruno Le Maire, il a dit bah non, mais on n'est pas majoritaire. Oui, mais ils avaient une minorité de blocage. Donc rappelez-vous plus tard, si on dit, et c'est ce qu'il disait au même moment de l'affaire Siemens, mais vous inquiétez pas, on a la minorité de blocage alors qu'ils ne l'utilisaient pas pour les turbines au même moment. Donc oui, et aussi par rapport à ce que vous avez dit, vous avez raison, hein, l'hydraulique c'est bien la plus stockable et modulable, et notamment elle sert beaucoup l'hiver vers 5h, 6h où forcément il commence à faire nuit, tout le monde rentre chez soi, du boulot, allume l'électricité. Et pour vous dire, moi j'ai vécu dans un pays qui n'était pas indépendant énergétiquement, qui s'appelle l'Algérie, et je peux vous dire que Alger, quand il y a des pics de consommation pendant les mois de Ramadan, les blackouts et qu'il n'y ait plus d'électricité au moment où on doit tous passer à manger à table, c'est quand même pas mal, et ça arrive assez fréquemment. Et c'est ça aussi qu'il faut expliquer aux personnes. Parce que moi, je viens d'une génération où je ne connais pas. C'est comme par exemple sur le nucléaire, quand on dit il y a aussi un problème générationnel. C'est que moi, je suis née quand il y a eu Tchernobyl, j'avais 1 an. Donc j'ai grandi avec, je sais que le nucléaire est dangereux. Mais pour toute une génération, le nucléaire, ça permettait d'avoir l'électricité chez soi, une consommation, une qualité de vie, et c'est ça aussi qu'il faut combattre et qu'il faut argumenter et expliquer aux personnes, parce qu'on a eu les lobbies derrière qui nous ont expliqué avec les reportages et qu'on voit depuis longtemps. Donc voilà.
Bon, écoutez, merci à toutes et tous. Donc, il y a l'atelier sur Alstom qu'a signalé Émilie. Je vous ai dit l'atelier samedi matin, la conférence samedi matin avec Yves Marignac de Négawatt. Et puis, de toute façon, c'est un débat qui continue et on continuera, je pense. Alors, vous pouvez rejoindre les groupes de travail des livrets. Il y a le livret énergie, donc animé par Jean-Marie Brault, qui a un groupe de travail. Donc, vous pouvez aussi y rejoindre. Voilà. Et bien, bonne continuation à toutes et tous. Sur la géothermie, mais c'est pas si simple que ça. Sur la géothermie, c'est pas si simple que ça. Parce que la ouais, peut-être. Ça, c'est la fédération. Voilà. Oui, ok. Ouais, ouais. Et donc, moi, j'avais demandé à si elle était d'accord pour faire un article public sur la règle verte. Donc, il y a ce qu'elle a fait.